Bon matin tout le monde. Bienvenue à la conférence Inspection des lieux de travail, rôle obligatoire de la RSS. Je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous, vous avez suivi les autres présentations. On est rendu à la 5e présentation de la loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail, là, spécialement conçu pour le milieu des services de garde. Je m'appelle Marilyn Gilbert, je suis conseillère à la STAS depuis 2 ans. J'ai eu la chance de faire plusieurs webinaires là, parmi le focus SST. Et puis ce matin, je suis accompagnée de ma collègue Julie Descaries-Fizet. Si tu veux te Oui, présenter. je vais me présenter. Bonjour à tous. Mon nom est Julie Descaries-Fizet. Moi aussi, je suis conseillère en santé et sécurité, la collègue de Marilyn. Ça fait quelques mois que je suis à la STAS. Je suis toute nouvelle. De mon côté, je suis spécialisée dans les tolérances zéro, les obligations légales, mais aussi tout ce qui est organisation de la prévention. Donc, voilà. Bienvenue à tous. Merci. Commençons. Dans le fond, les autres présentations, si vous les avez toutes suivies, on peut voir tout le parcours en lien avec la modernisation de la loi. Sont disponibles sur notre page de la STAS. Donc, si vous les avez manqués, n'hésitez pas à aller les consulter. Aujourd'hui, ça va être inspection des lieux de travail. Il va en rester une par la suite. C'est si vous avez encore des questions sur la LMR-SST, on va être disponible le 20 juin à la même heure, donc mardi le 20 juin à 8h30. Toute l'équipe de service de garde puis tous ceux qui ont participé au Focus SST vont être disponibles pour répondre à vos questions. Donc, on pourra aller plus en profondeur là, dans certains éléments au besoin. Aujourd'hui, quelques mots sur la STAS. Pour la plupart, je pense que vous nous connaissez. Les aspects légaux rattachés à l'inspection des lieux de travail. Quelques rappels pour situer l'inspection dans la loi modernisant du régime de la santé et sécurité au travail. Puis on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'inspection préventive. Hein, c'est quoi, pourquoi, comment qu'on fait ça, c'est qui doit faire ça et les mises en situation par la suite là, pour vous mettre plus dans le dénouement concret de la tâche. Qui sommes-nous? Bien, l'ASTAS, c'est un acronyme qui dit l'Association paritaire pour la santé et sécurité du travail du secteur des affaires sociales. Donc, on est une association qui se consacre exclusivement à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. On existe depuis 1979 en vertu de la loi sur la santé et sécurité du travail et notre financement provient des cotisations perçues auprès des employeurs du secteur et des services sociaux par la CNSST. C'est pourquoi la plupart de nos produits sont gratuits ou vraiment à moindre coût. Notre mission, c'est de promouvoir la prévention de la santé et sécurité au travail. On accompagne les clients soit par les services conseils, que ce soit en ergonomie, que ce soit en organisation du travail, dans l'implantation de la loi modernisant du régime de la santé et sécurité au travail. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. On a l'équipe aussi qui est désignée à la clientèle des services de garde. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Et ben, notre clientèle, il n'y a pas juste les services de garde, là, on a tout le réseau de la santé, les groupes communautaires, services préhospitaliers, cliniques médicales, etc., les résidences pour personnes âgées. Là. Conseil assistance, je vous l'ai déjà nommé. Formation aussi, plusieurs formations qui sont disponibles, que ce soit en ligne, les webinaires là, qui se développent de plus en plus. Sinon, des formations en présentiel dans vos lieux de travail, c'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations sur notre page Internet. Aussi, la page web qui est disponible, Revue OP, Revue sans pépin, pour la plupart, vous êtes déjà abonnés. L'infolette aussi pour se tenir au courant de nos actualités. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit si jamais ce n'est pas déjà fait. Alors voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet, dans le fond, ce matin, on voudrait savoir, là, à l'aide du chat,
qui a déjà commencé à faire l'inspection des lieux de travail? Dites-nous 1, 2 ou 3. Est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous? Est-ce que vous avez déjà commencé, mais vous êtes un peu perdu? Ou ben non, ben oui, c'est déjà bien instauré chez vous. Puis c'est juste pour avoir un petit peu plus d'informations là, depuis ce matin, pour que vous êtes là ce matin. Je vais ouvrir le chat. Donc, on est pas mal à 3. OK. Ouais. Oui, j'en fais régulièrement. Annie, on le fait depuis toujours. Yolène également. 3, on le fait régulièrement. Marie se dit que c'est déjà instauré. Après ça, on a LB depuis plusieurs années. Fait que c'est déjà parti dans vos organisations. Parfait. Ben, si je me trompe pas, là, vous me direz, mais je pense que la plupart des CPE, des services de garde qui sont en mutuelle de prévention, ça faisait partie des bonnes pratiques. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez déjà. Peut-être que vous avez déjà les outils chez vous aussi pour le faire. Donc, on verra ce matin, là, il y a le côté légal là, qui embarque maintenant. Donc, ça va faire partie du rôle de la représentante santé et sécurité au travail. Mais on verra là, s'il y a des petites choses pour vous assurer d'arrimer le tout là, avec la modernisation de la loi. Bien, bien contente de savoir que vous êtes déjà familière avec tout ça. Parfait. Fait qu'on va pouvoir Euh, poursuivre. Maintenant, on va distinguer l'identification des risques de l'inspection préventive. Ça va vous permettre de démêler les deux. On va commencer par faire un petit jeu. On va utiliser le chat. On pourrait dire que inspection, c'est 1, identification, c'est 2. Puis si c'est les deux, ben, vous pouvez marquer les deux, là. Pas de problème. Fait que permet de prévenir les accidents, d'après vous. Est-ce que c'est l'inspection ou l'identification ou les deux? Qu'est-ce qui permet de prévenir les accidents? Manon qui répond l'identification. Maryse, Myriam également. Après ça, LB, les deux. France dit que c'est l'inspection. Parfait. Fait qu'on on a beaucoup de réponses. Fait que Marilyn, les c'est les deux. deux. Exactement. Donc, les deux, en fait, autant l'inspection que l'identification va nous permettre de prévenir les accidents. En identification, on va chercher à repérer les risques, alors qu'en inspection, bien, pendant qu'on va inspecter, on va pouvoir également repérer des risques, donc on va pouvoir prévenir les accidents dans les deux cas. Est une démarche complète qui requiert de regarder la tâche, le temps, etc. Donc, d'après vous, est-ce que c'est l'inspection qui est la démarche complète ou c'est l'identification qui est la démarche complète ou encore les deux? Les deux, inspection, identification, inspection, identification. Donc, on peut donner la réponse, Marilyn. En fait, lorsqu'on parle d'une démarche complète, ce qu'on cherche à regarder, c'est l'entièreté des tâches, du temps, de l'environnement, des équipements. Dans ce cas-là, on va plus être en mode identification des risques. Alors qu'en inspection, on va plutôt se concentrer davantage sur les équipements et l'environnement de travail. Donc, c'est ce qui les distingue les deux. Maintenant, fait référence à l'état des lieux, d'après vous. Inspection ou identification? L'inspection. Inspection encore une fois. L'inspection revient beaucoup. On peut donner la réponse, Marilyn? Donc, exactement. Donc, c'est l'inspection qui fait référence à l'état des lieux. Comme je vous avais dit, l'inspection va plus se concentrer sur l'environnement, alors qu'en identification, on va se concentrer sur la globalité des tâches, temps, environnement, équipement, organisation du travail, etc. Parfait. Maintenant, par rapport à permet d'identifier les risques qui requièrent une correction immédiate. Donc là, on est dans la correction immédiate. D'après vous, est-ce que c'est l'inspection ou l'identification? Inspection. Identification. Les deux.
Identification. Parfait. Donc, on peut donner la réponse, Marilyn. Donc, lorsqu'on parle de correction immédiate, ce qu'on veut dire, c'est s'il y a une situation d'urgence, je pense qu'on peut cliquer encore. Exactement. S'il y a une situation d'urgence, bien, dans ce cas-là, on va suivre nos procédures internes, puis ça va être la personne qui est désignée pour corriger la situation qui va le faire, mais immédiatement, parce que c'est une situation, un risque immédiat. Donc, c'est autant en inspection qu'on va pouvoir le faire durant notre tournée, qu'on va pouvoir constater une correction immédiate à apporter, ou encore, lors de notre identification des risques, on pourra effectuer notre correction immédiate parce qu'on aura constaté que le risque est immédiat, donc c'est urgent de le corriger. Maintenant, permet de se renseigner sur les besoins en entretien préventif. Donc, d'après vous, ce qui concerne l'entretien préventif, est-ce que c'est plus inspection, identification ou les deux? Donc, on a France qui dit inspection. Myriam, inspection également. Annie qui va nous dire identification. Moins évident peut-être. Donc, on peut donner la réponse, Marilyn. Pour l'entretien préventif, c'est vraiment dans nos inspections, puis on va les voir tout à l'heure. Il y a différents types d'inspections, dont une qui va cibler uniquement l'entretien préventif des équipements. Donc, qui dit entretien préventif dit on va s'attaquer aux problématiques avant qu'elles ne surviennent en s'assurant que l'équipement qu'on utilise est en bon état. Parfait. Maintenant, permet d'analyser et de prioriser les risques. Est-ce que c'est l'inspection, l'identification ou les deux qui nous permet d'analyser et de prioriser nos risques? Myriam qui nous répond les deux. Je pense également les deux. Donc, ici, le mot-clé, c'est permet d'analyser et prioriser. Donc, analyser et prioriser, on peut donner la réponse, c'est l'identification. En fait, en inspection, on va identifier des risques, mais on n'aura pas nécessairement à les analyser ou les prioriser. On va s'attarder, on va faire une analyse, bien sûr, là, mais par rapport à la priorisation, bien, ça va être dans l'identification qu'on va procéder. Maintenant, soutient l'identification des risques. Donc, d'après vous, est-ce que c'est l'inspection, l'identification ou les deux qui soutiennent l'identification des risques? L'inspection, Valérie. France, l'inspection également. Oui, ben, vous êtes bon, exactement. Donc, c'est l'inspection qui, lui, est une forme d'identification des risques, mais il y en a d'autres. On va le voir dans la présentation. Il y a plusieurs façons aussi. Non, en fait, je pense que vous l'avez déjà vu, l'identification, excusez. Donc, c'est ça. Donc, l'inspection, lui, c'est un moyen d'identifier des risques. Alors que quand on est en identification des risques, bien, il y a plusieurs autres façons qu'on peut utiliser, comme utiliser des matrices de risques ou encore faire des inspections ou encore, il y en a plusieurs autres, vous les avez vus dans la dernière présentation. Et enfin, il fait partie de la LMR SST. Est-ce que c'est l'inspection, l'identification ou les deux? France qui nous répond les deux. LB, les deux. Valérie également, les deux. Donc, exactement, vous êtes bon, bravo. C'est les deux qui sont inclus dans la LMR SST. Donc, ouais, ici. Parfait. Donc, pour conclure notre distinction entre l'identification et l'inspection, en fait, l'identification des risques permet de repérer les risques potentiels dans votre milieu de travail. Le but de l'identification, c'est d'éliminer ou encore de contrôler les risques. Donc, on va s'assurer de prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'identifier les risques, dont l'inspection, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. De son côté, l'inspection, lui, va permettre de faire un examen critique de l'environnement et de l'équipement dans le milieu de travail. Donc, le but de l'inspection, c'est d'inspecter et de repérer les problématiques ou encore les non-conformités. Dans ce cas-là, l'inspection est donc une méthode d'identification des risques et de mesures de contrôle. Donc, c'est ce qui distingue les deux. Parfait. Maintenant, on va voir les aspects légaux. J'imagine que certaines d'entre vous, comme on l'a vu au départ, vous faites déjà des inspections pour la sécurité des enfants. Maintenant, suite à la présentation, vous allez être aussi en mesure de mettre votre chapeau d'inspecteur, mais en santé et sécurité pour la protection des travailleurs. Souvent, on s'oublie, un cordonnier mal chaussé, on va inspecter souvent nos milieux de travail en pensant à nos tout-petits,
mais il y a aussi des risques pour nous, les travailleurs, de notre côté. Donc, on va pouvoir maintenant poursuivre avec les aspects légaux qui sont liés à l'inspection. En effet, dans les services de garde, c'est la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance qui, lui, va donner différents éléments concernant l'inspection, dont à l'article 72, qu'on va traiter spécifiquement de l'inspecteur qui, lui, va faire appliquer la loi. Puis à l'article 76, on reparle aussi de l'inspecteur qui va pouvoir apposer des scellés sur un équipement de jeu dont il est interdit l'accès. Donc, on voit qu'il y a une partie de l'inspection par rapport à la loi sur l'inspecteur. De la loi découle le règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance qui, lui, à l'article 40, où est-ce qu'on vient préciser le devoir de s'assurer que l'aire extérieure de jeu et les équipements de jeu qui s'y trouvent sont conformes à la norme CSA Z614 sur les aires de jeu. Donc, pour se conformer à la norme, il faut qu'on puisse effectuer des inspections sur nos aires de jeu. J'imagine que ces deux, la loi et le règlement, c'était quelque chose de connu pour vous. Maintenant, on va vous présenter les lois et règlements qui sont attachés à la santé et sécurité. On a la loi sur la santé et sécurité du travail, la LSST, qui, elle, va être plus générale, en fait. L'objectif de la loi, c'est l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité, l'intégrité physique et psychique des travailleurs. Donc, de la loi va découler le règlement sur la santé et sécurité du travail, le RSST, qui, lui, est plus spécifique. Donc, lui, il va venir spécifier, il va venir préciser les détails en instaurant des obligations concrètes. En fait, le règlement, lui, va établir les exigences minimales à respecter quant à l'environnement de travail et à l'exécution sécuritaire des travaux pour les travailleurs, et ce, en vue d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans les établissements. On peut poursuivre. Il faut savoir aussi qu'au Québec, c'est la loi, la LSST, qui encadre la santé et sécurité. Plus spécifiquement, on retrouve les articles 51 qui concernent les obligations de l'employeur, on les voit ici, et l'article 49 qui, lui, concerne les obligations des travailleurs, qui traite de l'identification des risques et de l'inspection. Donc, comme on peut le voir à l'article 51, lui, il va préciser que l'employeur doit s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur. Donc, l'employeur va devoir identifier, contrôler et éliminer les risques. De son côté, lui, le travailleur, doit participer à l'identification et à l'élimination des risques. Pour ce faire, il va falloir qu'il collabore avec le comité de santé et sécurité et qu'il participe à la démarche, qu'il soit partie prenante. Donc, ce sont les éléments qui touchent l'inspection plus spécifiquement dans la loi et le règlement. Ensuite, si on se concentre plus spécifiquement sur le règlement qu'on a dit qui, lui, donnait les obligations minimales à respecter, il y a différents éléments que vous allez retrouver dans le règlement, dont des informations sur les aménagements des lieux par rapport, par exemple, à l'encombrement, les voies de circulation, les entrées-sorties, ils vont tous vous préciser les éléments. Il y a aussi des éléments sur les escabeaux par rapport à la conformité, le type de grave qu'on doit avoir, les conditions d'utilisation, aussi par rapport à l'entreposage des matières dangereuses comme le synduc. Vous pouvez avoir aussi des éléments sur l'éclairage par rapport au bruit aussi, l'empilement du matériel sécuritaire, les équipements de protection individuelle, etc. Donc, c'est plusieurs éléments que vous allez retrouver dans le règlement. On va poursuivre, Marilyn. En fait, pour faire une recherche dans le règlement, c'est simple. Vous pouvez aller sur Google. On va taper dans le moteur de recherche RSST. Il va vous apparaître la première occurrence, c'est le règlement sur la santé et sécurité du travail. Donc, on rentre à l'intérieur, puis une fois rentré à l'intérieur, on peut faire simplement CTRL F sur notre clavier, puis inscrire dans la barre de recherche le terme que vous recherchez. Par exemple, si vous voulez avoir plus d'informations sur le plancher, vous voulez savoir le règle par rapport à l'encombrement, exemple, on pourrait écrire plancher ou encore encombrement, faire rechercher, puis par la suite, en cliquant sur les petites flèches, il va vous sortir toutes les occurrences possibles. Ça pourrait arriver que vous avez 30 occurrences parce que le règlement, lui, comment il est fait? Il y a des titres précis avec l'élément recherché, mais en défilant, il y a d'autres précisions qui vont s'ajouter. Donc, dépendamment de ce que vous cherchez, vous allez le retrouver en effectuant une recherche comme ça.
Donc, voilà. Marilyn, avais-tu d'autres éléments que tu voudrais préciser par rapport aux recherches dans le règlement ou ça complète bien? Ben, ça complète bien. Je ne sais pas si est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec ça? Je sais que quand, tu sais, on avait parlé, lors de l'identification des risques, on voulait s'informer sur les obligations légales. Donc, c'est une belle façon d'aller voir, certaines obligations légales, quand elles sont rattachées. Donc, Exactement. Donc, c'est comme votre outil de recherche là, pour trouver l'information dont vous avez besoin pour venir préciser. Puis de toute façon, on va le voir un peu plus loin dans la présentation. Quand on fait des inspections, on a des grilles d'inspection, mais des fois, on veut s'assurer que l'élément qu'on a constaté est conforme ou non conforme. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir consulter le règlement pour pouvoir aller trouver plus de précision. Donc, voilà. parfait. On va continuer avec, LMR-SST, donc loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail. Je pense qu'on a fait un bon portrait à ce jour. Je vais juste vous faire quelques rappels pour vous situer l'obligation de l'inspection, dans le contexte de la LMR-SST. Donc, on se souvient que, dans le fond, les exigences en lien avec, le régime intérimaire, c'est que, l'organisation du travail est séparée en 2 grandes catégories. Donc, les 1 à 19 travailleurs, ils ont, certaines obligations, dont de désigner l'agent de liaison, consigner l'identification des risques, et les organisations de 20 travailleurs et plus doivent désigner, une représentante santé-sécurité au travail, mettre en place un comité de santé-sécurité, puis consigner l'identification, mais aussi faire l'analyse des risques. Et c'est dans le rôle du représentant santé-sécurité au travail, que va se retrouver l'inspection des lieux de travail. Donc ici, on a, éclaté dans le fond, les rôles, de la représentante. Donc un des rôles qui est vraiment, écrit noir sur blanc, c'est de faire l'inspection des lieux de travail, donc d'où le sujet, d'aujourd'hui. On parlait de participer à l'identification et l'analyse de risques, donc c'est le Focus SST qui a eu lieu le 30 mai dernier, et faire des recommandations au comité de santé et sécurité au travail, donc en lien avec l'identification des risques. Ça aussi, il y a eu, un Focus SST, là, si jamais, vous l'avez manqué puis vous voulez le réécouter, c'est possible, et on dit porter plainte à la CNSST au besoin. Fait que ça, c'est dans la période du régime intérimaire. Si on regarde dans les fonctions du, RSS à venir, donc on sait qu'en 2025, il va y avoir la sortie, du règlement sur les mécanismes de prévention qui est prévu par la CNSST. Donc, le grand déploiement là, du résultat de la loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail, et les rôles, les fonctions du représentant santé et sécurité, il va être appelé à évoluer. Hem, il va être encadré pour faire ça, mais il va avoir plusieurs, mandats à faire, et on peut regarder le premier point qui est vraiment de faire l'inspection des lieux de travail. Donc c'est pas quelque chose qui est temporaire, ça va vraiment perdurer dans le temps. Donc c'est pour ça que ça vaut quand même la peine de s'y attarder là, si c'est pas quelque chose qui est déjà mis en place chez vous. Exactement. Donc, comme on l'a vu précédemment par rapport à l'inspection, maintenant on sait que c'est l'un des moyens pour identifier les risques dans notre milieu de travail. Donc, on va pouvoir maintenant s'y attarder plus en profondeur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différents types d'inspection. On trouve l'inspection générale des lieux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais on a aussi l'inspection d'un nouvel équipement, on a aussi l'inspection spécifique et on a l'inspection préalable à l'utilisation. Donc, maintenant, on va les voir chacun à tour de rôle. Donc, l'inspection générale des lieux, lui, c'est le but de l'objectif, c'est d'identifier et d'éliminer les situations dangereuses avant qu'un événement imprévu se produise. Donc, on peut faire des inspections générales dans des locaux, comme par exemple à la pouponnière, à la cuisine, dans un bureau, à la buanderie, dans le local des éducatrices, etc. Mais on peut aussi faire des inspections dans les aires communes, comme les corridors, les entrées-sorties, les escaliers, les vestiaires, le stationnement. Donc, c'est tous des endroits où on peut faire des inspections générales. Je vous ai mis un petit exemple ici. Dans un local, à votre avis, on n'a pas de grille d'inspection, mais à vue d'œil comme ça, si vous regardez l'image, vous entrez dans le local, vous voyez ça, qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour faire une inspection générale, d'après vous?
pouvez utiliser le chat pour nommer des éléments que vous voyez. Quels sont les éléments qu'on regarde, mais qui ne touchent pas nécessairement à la sécurité des enfants, mais plutôt à l'état général des lieux? Le plancher, oui, exactement. Donc, on pourrait regarder, voir le plancher, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que, comme Valérie le dit, est-ce qu'il y a de l'encombrement sur le plancher ou encore dans les entrées et sorties? Julie, les produits utilisés, les armoires, oui, Jack, etc. Par rapport au CIMDUT, dans vos milieux de travail, c'est important que les produits soient bien identifiés. Donc, on doit apposer des étiquettes pour que le produit soit bien identifié avec une étiquette CIMDUT qui va venir préciser les différents risques, les EPI à utiliser, la dangerosité des produits. Puis des fois, faire attention par rapport au transvidage aussi. Si on fait un transvidage, bien, la bouteille transvidée doit, elle aussi, avoir une étiquette. Il faut savoir le produit qui est à l'intérieur de la nouvelle bouteille. Ensuite, on a LB qui nous dit la table à langer. Oui, il y a des éléments sur la table à langer qu'on va pouvoir valider, comme par exemple son bon fonctionnement, l'état général, est-ce qu'elle roule bien, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce que les marches sont en bon état, etc. Après ça, Valérie, les objets en hauteur, oui. Là, on est dans l'ergonomie par rapport à, on va le voir tout à l'heure, on a un autre exemple par rapport à l'ergonomie en tant que telle, mais il y a une technique là, de rangement, là, on va vous le présenter. Ensuite, Julie, la hauteur de la crème solaire. Oui, oui, exactement. On la voit ici sur l'image. Bravo. On voit des aménagements en coin et des produits sont à la portée. Oui, sur le coin ici, exactement. Parfait. Sinon, aussi, quand on fait des inspections générales, aussi, ce qu'on cherche à voir, c'est par rapport à l'éclairage. Est-ce que le niveau d'éclairage est adéquat pour les tâches qu'on va faire? Ici, on voit que c'est des néons, donc on imagine que oui. Le niveau sonore aussi, on les connaît bien dans vos milieux. Donc, le niveau sonore, est-ce qu'il est adéquat? Est-ce qu'il y a des interventions qu'on peut faire, puis ainsi de suite, pour pouvoir venir contrôler, avoir un bruit de confort confortable? Ensuite, d'autres éléments qu'on pourra regarder par rapport aux portes, par rapport à l'ouverture, fermeture, par rapport à la température de la pièce également. Est-ce que la température est adéquate? Marie, ce qui nous écrit, on voit des aménagements en coin. Ah, on l'a déjà vu ça. Excusez. Cécile, système d'ouverture, porte-fenêtre, facilité d'évacuation du lieu en cas d'urgence. Exactement. Oui, c'est un bon point. Donc, vous êtes bonne, bravo. On va poursuivre. Donc, maintenant, avec le deuxième type d'inspection, on a l'inspection spécifique. En fait, lui, l'inspection spécifique, bien, on va chercher à effectuer une inspection sur un équipement ou encore un risque en particulier. Je vous ai mis deux exemples ici par rapport au chariot. Bien, sur un chariot, on peut regarder par rapport à l'état général du chariot. Est-ce que les roues sont en bon état? Est-ce que le chariot est brisé? Est-ce qu'il roule bien? Est-ce qu'il fait un bruit quand il roule? Ce seraient tous des éléments qu'on pourrait valider. À la cuisine, maintenant, les petits appareils, les équipements qu'on a, là, on est en sécurité machine. Est-ce que le garde est présent? Est-ce que l'appareil fonctionne? Est-ce qu'il y a un bouton d'arrêt d'urgence, etc.? Ce seraient des éléments qu'on pourrait valider. Sinon, il y a plusieurs autres exemples, comme par exemple le marchepied, les chariots, poupon-bus, la trousse de premiers soins, les extincteurs, mélangeurs, robots coupe, escabeaux, tabourets à roulettes sont tous des éléments que vous pourriez effectuer des inspections spécifiques. Puis pour vous aider, on a des grilles à la STAR sur notre site Web pour pouvoir inspecter ces équipements. On peut poursuivre. L'exemple du marchepied, justement, on peut le faire ensemble. On vous a mis une image ici. Les éléments de la grille que je vous parlais tout à l'heure, ce que vous allez retrouver dans votre grille, c'est la porte est-elle munie d'un verrou? Bien là, dans ce cas-là, il faudrait cocher conforme ou non conforme. Donc, oui, parfait, conforme. Le mécanisme coulissant est-il en bon état? Bon, mais là, on fait le test. OK, parfait. Ah non, il bloque. Bien là, on pourrait mettre non-conformité. Puis dans ce cas-là, on va pouvoir le rapporter dans notre rapport. Les roues fonctionnent-elles correctement, etc. Le mécanisme de retenue, le verrou, évite-t-il que le marchepied se referme de lui-même? Les poignées offrent-elles une bonne prise et sont-elles accessibles? Est-il muni d'une porte pour empêcher les enfants de monter? Oui. La hauteur de la porte permet-elle de l'ouvrir sans se pencher? Oui. La porte s'ouvre-t-elle sans obstruer la circulation? Donc, c'est tous des éléments qu'on pourra voir pour faire notre inspection spécifique par rapport à notre équipement. Parfait. Maintenant, on va voir l'inspection de nouvel équipement. En fait, dans ce cas-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est de vérifier que le nouvel équipement est conforme aux normes. Pourquoi, d'après vous, qu'on voudrait inspecter un nouvel équipement? Pourtant, il est
il est neuf. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas? Vous pouvez écrire votre réponse dans le chat si vous avez une idée. Pourquoi le nouvel équipement ne serait pas conforme aux normes alors qu'il est neuf, d'après vous? Mal conçu, pas ergonomique. Oui, on pourrait valider justement que ça répond à nos besoins. Pas fait pour le commercial, oui, Julie, c'est un bon point. On peut acheter un escabeau, par exemple, qui n'est pas de bon grade. Dans ce cas-là, on voudrait l'inspecter quand elle arrive pour s'assurer qu'elle est sécuritaire. Pas sécuritaire, exemple, coupe légumes, oui, exactement. Puis il y a aussi l'effet des fois qu'on peut acheter un appareil, mais qui ne provient pas du Québec, qui a été fabriqué, exemple, en Chine, qui correspond aux normes de la Chine, mais au Québec ne correspond pas à notre réglementation. Dans ce cas-là, on va vouloir s'assurer qu'il est conforme. Fabriqué dans un autre pays, exactement. Exactement, Yolène. Donc, c'est tous des bons éléments que vous avez nommés. Donc, on va vouloir chercher. Puis c'est sûr qu'avant d'acquérir l'équipement, ben, on voudrait faire une recherche préalable avant de l'acheter pour s'assurer qu'il est conforme. Ça serait déjà le premier quoi, mais des fois, ça arrive que l'équipement a déjà été acheté. Puis là, on est un peu pris avec. Puis là, on se rend compte qu'après, ben, l'escabeau, ben, il n'est pas du bon grade, puis ça ne fonctionne pas pour notre milieu de travail. Exactement. Parfait. Enfin, on a aussi l'inspection préalable à l'utilisation qui, lui, va nous permettre de vérifier le bon état de l'équipement avant de l'utiliser. Puis on va le faire à partir d'un examen visuel. Par exemple, le poupon bus, avant de partir avec nos tout petits, ben, on va s'assurer qu'il est en bon état, qu'il n'est pas brisé, qu'il n'y a pas de déchirure ou que les sangles se ferment bien, etc. C'est tous des éléments que vous faites puis que souvent, on ne se rend pas compte qu'on fait. Donc, par exemple, je donne toujours l'exemple de la voiture. Quand vous allez à votre voiture le matin avant d'aller travailler, bien, vous faites une inspection visuelle de votre voiture, mais vous ne vous rendez pas compte. On regarde vite, vite, puis on voit, j'ai un pneu crevé. Ah, mon Dieu, il faut que je change ma roue, je ne peux pas partir comme ça. Bien, c'est une inspection visuelle qu'on a faite avant de partir avec la voiture. Pareil pour l'escabeau. Avant d'utiliser un escabeau, il faut s'assurer qu'il est en bon état, qu'il n'est pas brisé. On va quand même monter sur l'escabeau, on ne veut pas avoir de chute. Donc, parfait. Et voilà, maintenant, Marilyn va vous expliquer pourquoi on inspecte. Oui, tout à fait. Donc, plusieurs bonnes raisons pour inspecter, plusieurs avantages aussi. On a vu dans le cadre réglementaire, bien, c'est sûr qu'on veut être conforme envers la loi modernisant le régime de la santé et sécurité au travail, mais ultimement, l'inspection des lieux de travail, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va permettre évidemment de prévenir les accidents du travail si on est capable de dépister les problèmes avant que surviennent les accidents. Ça permet aussi de l'implication des travailleurs, des gestionnaires en santé et sécurité au travail. Donc, surtout dans le cadre de la modernisation de la loi, on voit qu'on veut impliquer davantage les personnes à chacun des niveaux. Donc, les travailleurs, on met des rôles clés en santé et sécurité au travail. On veut impliquer la direction aussi. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel. Donc, c'est important qu'ils soient tous impliqués dans la démarche. Et une fois que tout ça est en place, souvent, mais ça va amener une belle culture santé sécurité au travail dans votre milieu à vous. On veut aussi assurer la pérennité des mesures correctives. Donc, l'inspection des lieux de travail, là, moi, quand j'étais sur le terrain, ce qu'on disait aux employeurs puis aux travailleurs, c'est souvent, ben, si vous avez mis tous les efforts pour corriger les situations, on veut contrôler les risques au maximum, mais comment qu'on fait pour s'assurer de garder ça vivant, de s'assurer que justement les petites choses qu'on a corrigées, ben, qu'ils ne rebrisent pas ou les procédures qu'on a mis en place sont encore bien en place, sont bien respectées par les travailleurs, mais c'est en faisant un suivi ponctuel, assez régulier, donc ça vous permet de valider si tout ça est bien en place. Et évidemment, ben, ça permet de diminuer les pertes matérielles et financières. Ça vous permet aussi de détecter plusieurs éléments, dont l'usure et la détérioration des équipements. Comme Julie, elle vous le disait, on fait juste vérifier, je ne sais pas moi, l'état de votre poupon bus. Oui, on fait une inspection visuelle avant le départ, mais si on se dit, je ne sais pas, une fois par mois, une fois par 3 mois, on fait une belle vérification avec un checklist assez rigoureux. Mais de cette façon-là, on va s'assurer qu'on n'attend pas que ça soit complètement usé, que les freins soient changés, que les roues
ne soit plus en état. Donc, c'est possible de faire les petites réparations au fur et à mesure. Ça vous permet aussi de l'absence, l'inefficacité, le non-respect d'une procédure de travail. Donc, ce que je vous disais tantôt, si vous mettez en place, je ne sais pas, une nouvelle procédure de travail plus sécuritaire au niveau des postures ergonomiques dans les locaux, ben, c'est de s'assurer que ça fonctionne bien, puis de voir est-ce que ces procédures-là sont encore bien respectées. Ça permet la détection des risques communs à plusieurs services et le non-respect et les mesures, des mesures de sécurité. Une petite question, dans le fond, si on veut savoir si on se limite aux inspections obligatoires là, qu'on vient de vous expliquer. Est-ce que selon vous, ça contrôle l'ensemble de vos risques dans votre milieu de travail? Fait que ça aussi, vous pouvez répondre via le chat. Non, on dit non. Myriam, Julie, Maryse, unanimement, vous dites non. Non. Vous avez tout à fait raison. Seulement. Pourquoi, Marilyn? J'ai perdu. Est-ce que je partage la bonne écran? Oui, oui, tout est beau. C'est moi qui le vois plus. Donc, pourquoi on contrôle, pourquoi est-ce que l'on contrôle l'ensemble, pourquoi on ne contrôle pas l'ensemble de nos risques? En fait, ce que ça fait, on c'est important d'avoir une vue d'ensemble, sur tous vos risques. Tous les risques que vous avez dans votre milieu de travail ne sont pas nécessairement écrits noir sur blanc. Il y a des choses, des éléments qui peuvent avec lesquels vous travaillez des fois que c'est pas nécessairement normé, c'est pas réglementé. Donc, c'est pour ça qu'on va voir aussi plus tard, c'est important d'adapter vos grilles d'inspection. C'est pas parce que c'est pas dans la loi, dans le règlement que ça veut pas dire que tout est sécuritaire. Donc, c'est d'avoir vraiment une belle vue d'ensemble sur chacun de vos risques chez vous, là. Alors, quoi inspecter, Julie? Oui, maintenant, on va voir. En fait, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, dans la prochaine diapo, on va voir notre graphique ici. Donc, on voit qu'en inspection, on focus essentiellement sur les équipements et sur l'environnement de travail. Par rapport aux équipements, ce qu'on veut retrouver, on va chercher de l'usure prématurée ou encore toute forme de défectuosité ou un manque d'entretien. Comme on se rappelle tout à l'heure, le chariot, par exemple, qu'on voulait cibler si les roues fonctionnaient bien, s'il n'y avait pas des problématiques, s'ils n'étaient pas brisés. Aussi, on peut se fier par rapport aux équipements selon le manuel du fabricant. Le fabricant aussi va nous guider, va nous recommander des entretiens à tous les X temps, comme par exemple votre voiture. Quand on fait l'achat d'un véhicule, bien, le fabricant va vous recommander de faire le changement d'huile à tous les temps de mois, ou etc. Donc, c'est pareil pour l'ensemble des équipements. Ensuite, par rapport aux équipements, on va regarder aussi la présence de matériel sécuritaire. Est-ce qu'on a des EPI à porter? Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont bien entretenus? Est-ce qu'ils sont en bon état? Donc, c'est tous les éléments qu'on pourra regarder par rapport aux équipements. Maintenant, par rapport à l'environnement, on va regarder le sol. Notre sol, on en a parlé tout à l'heure, l'encombrement au sol. Est-ce que le sol est brisé? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est glissant? Est-ce qu'il est mouillé? Ce seraient tous les éléments qu'on pourrait voir. Par rapport à l'espace disponible, est-ce qu'on a de l'espace pour travailler ou on est tout coincé dans un coin? Par rapport à la température, est-ce que c'est adéquat comme température? Il fait trop chaud, trop froid? L'éclairage également, c'est un autre point qu'on pourrait voir. Est-ce que l'éclairage est suffisant? Est-ce qu'il fait trop, est-ce que c'est trop sombre dans le local? On ne voit pas bien, on pourrait s'enfarger sur des jouets, par exemple. Donc, c'est tous des éléments qu'on pourrait voir. Aussi, par rapport à la tâche de travail en cours, dans une moindre mesure, si on revient tout à l'heure à notre graphique qu'on voyait avec le travailleur, la tâche, dans un temps donné, etc., on peut le regarder aussi, mais ça, c'est plus en identification des risques. Mais en inspection, si vous n'êtes pas certaine, exemple, sur un équipement, puis vous voulez valider, bien, on pourrait valider les tâches du travail en cours également. Ce serait d'autres choses qu'on pourrait voir. Ils ne seront peut-être pas être inclus, par contre, dans votre grille, mais on pourrait le rajouter si jamais ça fait partie de votre inspection. Fait que ça va nous permettre de dépister des manques au niveau de l'équipement, au niveau de l'environnement, etc. Aussi, on va regarder, est-ce qu'il y a des obligations légales, réglementaires et normatives? Ça, en fait, ce sont nos tolérances zéro. Est-ce que vous savez ce qu'est une tolérance zéro? En fait, les tolérances zéro,
Ça le dit, on tolère 0 accident. Donc, c'est tout ce qui touche à l'amiante, les chutes à partir d'une échelle ou d'un escabeau. Donc, si vous travaillez à partir d'une escabeau, par exemple, pour monter et accéder au matériel en hauteur, bien, vous êtes dans tolérance 0. Donc, c'est très prioritaire. Aussi, les chutes de plus de 3 mètres, ça, c'est le travail en hauteur. Donc, à partir de 3 mètres, vous êtes en travail en hauteur. Il y a aussi par rapport à l'électricité ou encore le travail avec une machine en mouvement. Donc, on pense par exemple aux cuisines avec le robot coupe ou encore le malaxeur. Donc, ça aussi, c'est une sécurité machine, c'est aussi une tolérance 0. Parfait. Maintenant, Marilyn va vous expliquer comment inspecter. Pour inspecter, on vous a mis 3 grandes étapes là, assez simples. Dans le fond, ça va être de planifier votre intervention. On va voir en détail, là, planifier votre intervention, comment faire l'intervention sur les lieux et ensuite l'étape de recommandation et suivi. Donc, tout d'abord, la planification de l'intervention, en fait, ça va être important de déterminer votre équipe, qui va inspecter dans le fond. Est-ce que ça va être la direction? Est-ce que ça va être les employés? Est-ce que c'est sûr qu'il va y avoir la représentante santé et sécurité au travail, mais est-ce que ça va être juste la représentante santé et sécurité au travail? C'est important aussi de déterminer la date d'inspection. Donc, c'est quelque chose qui doit être planifié dans un calendrier idéalement. On ne fait pas ça. Ça peut être fait de temps en temps de façon ponctuelle, mais idéalement, là, si vous êtes capable de planifier à l'avance. Ensuite, ça va être de délimiter les aires à inspecter. Fait que si on se dit, ah, je vais inspecter, par exemple, la cuisine, savoir jusqu'à où vous devez inspecter pour s'assurer d'une certaine uniformité. Par exemple, est-ce qu'on va inspecter le garde-manger, l'aire de service qui est juste à côté? Donc, juste instaurez-vous votre délimitation là, par rapport à ça. Ensuite, déterminer les équipements requis, les vêtements appropriés. Donc, on s'entend qu'en service de garde, vous n'avez pas des équipements là, de protection parce que vous changez de département. Là, ça s'applique peut-être un peu moins à vous. Cependant, si jamais vous dites dans telle situation, ça prendrait des équipements de protection individuelle, c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer. Au besoin, l'appareil photo, maintenant, on a tout accès à nos cellulaires, c'est plus facile, là, mais on voit quelque chose de brisé, on voit quelque chose d'anormal, on voit une grosse flaque d'eau à quelque part qui est récurrente. C'est toujours parlant d'avoir des photos. Donc, si vous êtes capable de les instaurer dans le rapport, tant mieux. Sinon, d'avoir juste quelques photos avec vous après ça que vous pouvez jumeler à votre rapport d'inspection. C'est toujours plus parlant après ça pour rapporter la situation au comité de santé et sécurité au travail. On parle aussi de ruban à mesurer au besoin, grille d'inspection, évidemment, c'est d'avoir votre grille avec des éléments clairs à inspecter. On va vous fournir, pour la plupart, vous avez déjà vos grilles en lien avec les mutuelles de prévention, si je ne me trompe pas. On est à travailler nos grilles d'inspection aussi. C'est les grilles de la QCPE qu'on va mettre un peu aux couleurs de la STAS, mais c'est presque terminé. Donc, vous aurez accès aussi sur notre site Internet à ces grilles d'inspection-là. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est un bel outil pour vous aider. Puis, papier, crayon, évidemment. Donc, ça, c'est pour planifier votre intervention. Après ça, on dit qui doit inspecter. Évidemment, dans le cadre de la modernisation de la loi, on a dit que c'était la représentante santé et sécurité au travail. Rien n'empêche qu'elle peut le faire en partenariat avec d'autres membres du comité de santé et sécurité au travail. Ça peut être bien d'impliquer les travailleuses aussi dans la démarche et la directrice adjointe, un membre de la direction, les gens souvent qui ont le pouvoir décisionnel sur certains éléments. Donc, n'hésitez pas à faire ça un peu de manière paritaire. Grille d'inspection. Voici un des modèles que je vous disais, par exemple, pour les locaux des éducatrices, ça va être par catégorie. Fait que, par exemple, on peut vérifier pour les équipements matériels, mobilier. On va vous mettre les éléments à vérifier. Vous avez l'obligation légale qui est rattachée à ça. Ensuite, on peut cocher si c'est conforme, non conforme, c'est quoi la mesure corrective idéale qu'on voudrait mettre en place.
si vous ne l'avez pas sur le terrain, vous pouvez rapporter ça quand même en comité de santé et sécurité au travail. On met une personne responsable échéance, puis on va rajouter une colonne suivi aussi qui n'était pas faite à ce moment-là, mais c'est important de voir si ça va être fait par la suite. Donc, par exemple, est-ce que la chaise adulte ajustable en hauteur pour les repas, les activités et l'habillage est en bon état? Fait que, premièrement, est-ce que l'équipement est fonctionnel? Mais aussi à savoir, est-ce qu'elle est utilisée? Puis, si, tu sais, ça va vous pister à savoir si c'est pas utilisé, mais pourquoi qu'elle n'est pas utilisée? Tu sais, est-ce que c'est parce qu'elle est brisée? Est-ce que, tu sais, c'est là qu'on peut interagir avec les travailleurs puis se questionner à savoir, tu sais, c'est par manque d'espace, par manque on ne sait pas comment qu'elle fonctionne, ça ne fonctionne pas dans la routine. Donc, c'est d'aller investiguer un peu plus par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs modèles de grilles qui existent. Ce qu'on dit, c'est que chaque milieu de travail présente des risques particuliers. Donc, c'est important de se documenter sur les risques présents avant d'inspecter. Donc, vous pouvez quand même faire un portrait avant, essayer des grilles. Puis, au fil du temps, bien, ça va être d'ajuster vos grilles à votre propre réalité. Donc, on se dit, il n'y a aucune grille qui est parfaite. C'est impossible d'avoir une grille clé en main qui va correspondre exactement à votre réalité. Mais à partir du modèle de base, ben, vous allez pouvoir l'adapter. Vous pouvez retirer des éléments qui ne s'appliquent pas chez vous, ajouter des éléments qui sont chez vous, justement. Puis, ben, il faut aussi faire évoluer ces grilles-là dans la mesure où votre environnement de travail va évoluer. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux équipements au courant de l'année, des nouvelles procédures, des nouveaux risques. Donc, c'est important d'être vigilant par rapport à ça, puis de s'assurer qu'au fil des années, nos grilles correspondent toujours à notre réalité pour s'assurer de garder ça vivant. Puis les grilles, ben, on dit qu'il y a différents types de grilles. Là, on fait des grilles par lieu. Ça peut être des grilles par risque, des grilles par équipement. Donc, ça aussi, là, il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas de seule et unique façon de faire. Là. Ça va être vraiment à vous de voir la meilleure façon pour chez vous. Inspection des lieux, une fois sur place. Mais voici, dans le fond, la meilleure méthode pour la meilleure méthode. Une façon de faire qui est assez fonctionnelle. Dans le fond, on vous conseille de le faire de façon systématique. Donc, avoir en tête le concept de la situation de travail que Julie vous a présenté tantôt. On travaille beaucoup nous, avec l'approche globale, mais si vous êtes capable de rentrer dans un local, par exemple, puis d'avoir en tête que vous allez regarder l'environnement de travail, mais aussi dans son ensemble avec les équipements, les personnes qui travaillent là-dedans, c'est quoi la tâche qui va être faite selon l'environnement. Donc, tout ça entre un dans l'autre. Comme on vous disait, prendre des photos au besoin, s'interroger sur les situations observées. Donc, on ne veut pas juste se limiter au contenu de la grille. N'hésitez pas à poser des questions sur les tâches, les méthodes de travail, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les travailleurs au moment où vous inspectez. C'est important de prêter attention à la présence de tout danger immédiat. Se référer à un spécialiste aux besoins. Donc, on n'oublie pas qu'on n'est pas des experts. Si on dénote quelque chose d'irrégulier par rapport, je ne sais pas, à l'électricité, du bruit, on n'hésite pas à interpeller des experts en la matière. Et aussi, le dernier point, c'est de demander à un travailleur habilité à faire fonctionner un équipement, une machine. Par exemple, on veut valider si le mélangeur dans la cuisine est bien conforme. Est-ce que les systèmes d'interverrouillage sont toujours fonctionnels? Mais vous n'utilisez jamais le mélangeur. Allez pas essayer de faire fonctionner le mélangeur. On demande à la responsable à l'alimentation, est-ce que c'est possible de me faire partir la machine? Je vais juste faire les tests de conformité. Donc, c'est des façons de faire participer tout le monde puis de pouvoir valider justement si tous les éléments sont bien en place. Là. Oui. Marilyn, on avait eu un commentaire de Lucie aussi. Elle a écrit ouf, job temps plein. Fait que c'est sûr que ça paraît gros comme façon de faire l'inspection, mais il faut le voir, c'est un gros éléphant, mais qu'on va manger en petites bouchées. Fait que c'est comme Marilyn vous précisait tantôt, on va préciser avant de faire l'inspection, on va cibler des endroits. Fait qu'on n'ira pas inspecter l'entièreté du service de garde, mais on pourrait commencer par dire, ben nous, ce mois-ci, on va inspecter le corridor principal puis les accès, entrée-sortie. Ça pourrait être ça notre première étape. La deuxième étape, on pourrait dire, on va inspecter la pouponnière.
Après ça, la troisième étape, on pourrait dire, bon, on va inspecter les locaux des éducatrices et ainsi de suite. Comme ça, ben, on va venir scinder les différentes inspections, puis ça va paraître moins gros, là, ça va être moins énorme que de dire, bon, on inspecte tout, c'est impossible. Là. Oui, tout à fait. Puis on va revenir sur, la fréquence, la durée des inspections. Vous allez voir, c'est pas tu sais, quand on est moins familier avec ça, des fois, ça a l'air gros, mais une fois que ça fait partie de votre routine, vous allez voir, là, ça c'est pas supposé prendre toute votre semaine pour faire ça, là. Donc, pour clore juste cette partie-là, on vous donne quelques trucs et astuces. Dans le fond, ben, si c'est possible, c'est d'alterner les responsables. Dans le fond, tu sais, peut-être que vous avez c'est sûr que chez vous, c'est un petit milieu. Peut-être que vous allez avoir juste une RSS. Cependant, si parfois c'est possible, de faire l'inspection, je sais pas, ça peut être une fois par année par un autre membre du comité de santé et sécurité ou par, la directrice adjointe ou peu importe. Des fois, ça permet d'avoir un regard nouveau. Donc, on n'a pas toute la même vision des risques. Donc, c'est toujours bon, c'est toujours rafraîchissant d'avoir quelqu'un d'autre qui va regarder aussi, la façon, d'inspecter, les éléments. Ensuite, prendre le temps qu'il faut. L'inspection, on dit, c'est inefficace lorsque le temps donné ne permet que de jeter un coup d'œil rapide. Donc, tant qu'à le faire, on veut bien le faire. C'est-à-dire que si on fait juste jeter un coup d'œil puis dire que tout est conforme, légalement, vous allez être correct, mais s'il arrive un petit pépin, peut-être que ça va être plus difficile, puis les conséquences fait qu'on ben, ça se peut qu'on ne puisse pas éviter un accident de travail. Donc, c'est bien de bien prendre le temps de le faire. Ça se peut qu'au début, ça vous prenne un peu plus de temps, mais au fil du temps, vous allez quand même vous habituer à valider tous vos points et planifier les moments dédiés à l'inspection. Ça revient à ce que je vous disais tantôt, c'est planifier. Ça peut être dans votre programme de prévention. On se dit, par exemple, on va revenir avec la fréquence, là, mais moi, j'aimais bien dire, quand j'étais sur le terrain, de dire une fois par 3 mois, je fais ma tournée des lieux. Donc, ça peut être, je ne sais pas, moi, les vendredis après-midi, c'est plus tranquille. Je me garde mon après-midi, puis je vais faire mon inspection de la pouponnière, de la cuisine, tout ça, puis on se garde ça, mais c'est une fois par 3 mois. Ou ben, pour chez vous, on se dit: «Ah ben, c'est peut-être plus facile une fois par mois de libérer le représentant, mais on va faire la pouponnière, mais ça va être une fois par 3 mois pareil, puis on va décaler à chaque semaine, chacun des locaux». Donc, il y a plusieurs possibilités, par rapport à ça. Ben, c'est ça. Selon vous, combien de temps une inspection devrait-elle prendre? Fait que j'aimerais ça vous entendre, ben, que vous pouvez écrire dans le chat. Une bonne inspection de vos lieux de travail, selon vous, ça prend combien de temps? Mais là, c'est vrai, il y en avait beaucoup de monde qui le faisait déjà. Fait que ça vous prend combien de temps, en fait, dans votre réalité? Moi, je vois pas la feuille de chat, Julie, si Ah, je tu vais te les le vois. lire. Maryse, qui écrit 1 heure et demie par installation. Cécile, la Ouais. marque, elle écrit 2 heures par tranche de lieu. Ben, ça fait quand même du sens. Il y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Je pense je serais portée à dire que, tu sais, du moment que tous vos éléments, sont pris en considération, que vous avez pris, le temps de faire vos observations, de poser les questions, tu sais, ça dépend de la grandeur de votre service de garde aussi, la complexité de l'air à inspecter. Peut-être qu'un local il est moins, il va être plus simple qu'une cuisine où il y a beaucoup d'éléments à vérifier, des machines, si vous avez plusieurs, appareils, culinaires, donc des fois, ça va être un peu plus long, mais 1 heure et demie, 2 heures pour faire toute l'installation, je vous dirais que ça fait bien du sens, là, dans nos interventions terrain. Quand on faisait une bonne tournée des lieux en échangeant avec les personnes, ça prenait environ ça, donc je pense que ça serait réaliste, là, de dire ça. On avait aussi Julie qui nous avait écrit, nous, on a des grilles au mois et par année et c'est l'équivalent d'environ 1 heure. OK. Parfait. Après, on disait, ben, à quelle fréquence justement on devrait, effectuer, les inspections. Fait que, tu sais, ça va dépendre aussi des facteurs, qu'il y a chez vous, mais tu sais, ça peut dépendre des les rapports d'accident, d'incident, les potentiels de danger, la présence des nouveaux équipements, machines,
l'ampleur des problèmes, les exigences législatives. Mais somme toute, là, un peu de la manière que vous fonctionnez, là, il y a rien de plus rigide qui a été écrit dans la loi là, pour le moment. Une mise en situation, Julie? Oui, par rapport à la cuisine, des fois, c'est moins évident un peu. On vous a mis des éléments ici dans une grille. Par exemple, les voies d'accès. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder dans la cuisine par rapport à l'accès, là, d'après vous? Qu'est-ce que vous regarderiez? Vous pouvez l'écrire dans le chat s'il y a des idées qui vous viennent en tête. Par rapport au contour, là, comme on voit ici sur l'image, on peut regarder si le plancher, la voie d'accès est en bon état, s'il est dégagé. Est-ce que les surfaces sont glissantes? Est-ce qu'il y a de oui, les couteaux à portée de main, oui, aussi. On va regarder aussi par rapport à tout à l'heure, on l'a dit, l'éclairage. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que les sorties, les entrées-sorties sont libres d'accès? Est-ce que s'il y a un tapis, par exemple, est-ce qu'il retrousse ou pas? Est-ce qu'il est à plat ou est-ce qu'il peut être glissant, dépendamment? Ensuite, on voit trop de bacs sur l'îlot. Oui, oui, c'est sûr, on a de l'encombrement sur notre aire de travail, exactement. Après ça, on peut regarder aussi, comme Cécile nous le dit, l'évacuation d'air, les extincteurs. Oui, on peut regarder aussi. Par rapport aux extincteurs, c'est sûr qu'on ne va pas inspecter l'inspecteur, mais on va au moins regarder est-ce que la date d'inspection remonte à une date récente. On va chercher l'inspecteur, c'est une inspection annuelle. Donc, il faut qu'il ait été inspecté par un professionnel dans la dernière année. Ensuite, on pourra regarder aussi par rapport aux appareils ou les petits équipements. Donc, la sécurité machine, comme je vous disais, est-ce que le mélangeur ou encore le robot coupe, ou etc., sont en bon état? Est-ce qu'ils fonctionnent bien? Est-ce que les protecteurs fixes sont en place et fonctionnels? Est-ce que lorsqu'on le part, est-ce qu'il va arrêter si jamais on soulève le protecteur fixe? Donc, c'est toutes des sécurités machines. Après ça, Cécile, la hauteur des étagères, l'entreposage par rapport au plancher. Oui, exactement. Donc, par rapport à l'ergonomie, là, en travail, on va chercher à mettre les éléments les plus lourds en bas versus les plus légers en hauteur, que ce soit facile d'accès. Puis, ce qu'on utilise le plus fréquemment, on veut que ce soit à la hauteur du tronc. Ensuite, par rapport aux couteaux ou autres objets tranchants, on va regarder est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce qu'ils sont bien aiguisés et affûtés. Est-ce qu'on a besoin de gants anti-coupure, par exemple? Est-ce qu'ils sont rangés de façon sécuritaire? C'est tous des éléments qu'on pourrait regarder. Julie qui nous écrit la poubelle est sur roulette, facile à déplacer. Oui, c'est encore un élément aussi qu'on pourrait noter dans notre grille d'inspection. Par rapport à l'électricité, pour regarder, est-ce que les cordons d'alimentation des équipements sont en bon état? Est-ce que les fils sont dénudés ou non? Est-ce qu'il y a des rallonges électriques? Des fois, ce qu'on peut voir aussi, c'est des rallonges branchées sur des rallonges, branchées sur des rallonges, puis ainsi de suite. Ça, c'est un risque d'incendie important. Donc, il faut le prendre en considération dans notre inspection. Les prises de courant, est-ce qu'elles sont en bon état? On n'a pas besoin d'être électricien, mais si on voit qu'il y a une problématique, on va le voir, là. On ne vous demande pas non plus d'être des spécialistes en électricité, sinon on peut toujours faire référence à un électricien. Par rapport à la zone de préparation, tantôt, on en a glissé un mot par rapport aux bacs qui prennent beaucoup de place sur notre comptoir. Mais on va regarder aussi, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est bien entretenu, est-ce que c'est une bonne hauteur pour les tâches qu'on va faire. Les EPI, les mitaines, est-ce qu'ils sont à portée de main, est-ce qu'on a accès à nos mitaines? La zone de lavage aussi, qu'on peut regarder. Est-ce qu'il y a un tapis antidérapant? Est-ce qu'il y a des bacs pour récupérer la vaisselle? Est-ce que le plancher est glissant? C'est tous des éléments qu'on pourra regarder. Cécile aussi qui nous ajoute les fuites, l'évacuation des eaux. Oui, exactement. Puis Julie, les filtres de l'air climatisé sont-ils propres? C'est tous des éléments aussi là, qui concernent la sécurité, la santé-sécurité. Excellent. Maintenant, on va poursuivre avec le rangement, Marilyn. Fait qu'on vous a mis une autre photo d'un rangement en hauteur. Fait que dans le fond, là, il y a plusieurs éléments qu'on peut vérifier là-dedans aussi, c'est à savoir, c'est comme je vous disais tantôt, si on part avec notre grille, on regarde, bon, est-ce que mes bacs là, sont débordants? Est-ce que les couvercles sont fermés? Fait que, ici, ils sont quand même en hauteur, mais tout a de l'air bien rangé.
on peut regarder l'empilage droit et stable. Fait que ça, c'est des éléments aussi qu'on va retrouver dans le règlement santé-sécurité au travail, à savoir, est-ce que votre pile de jouets, est-ce que l'empilage en hauteur est sécuritaire? Est-ce qu'on voit que la pile est instable? Est-ce que les objets n'excèdent pas la tablette? Ça aussi, quand c'est en hauteur, on peut voir je regarde les commentaires en même temps. Le poids des bacs au-dessus des épaules, oui, tout à fait. Si c'est des Exactement. éléments qui sont lourds en haut, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les ranger. Bac trop haut, pas d'identification, tout à fait. Donc, il y aurait place à amélioration. On regarde aussi est-ce qu'il y a des objets roulants en hauteur, des petites pièces libres, donc objets légers ou peu utilisés, on les met en haut. Les objets lourds, on les met au sol. Donc, c'est tous des éléments que vous voyez. Juste avec une photo, on est capable d'améliorer la situation. Si toutefois, ben, on sait que dans un mois, ça va bouger beaucoup cette armoire-là. Donc, ça se peut que ça se désorganise. Donc, ça va être de replacer ensuite tous les éléments au bon endroit ou de façon plus ergonomique. On évite de faire des efforts supplémentaires. Donc, je pense que vous avez déjà l'œil bien aiguisé. Oui. Des fois, il y a un petit truc par rapport au rangement aussi. Si on conserve souvent le même matériel dans les rangements, ben, ce qu'on peut faire une fois que le matériel est bien placé en fonction, on va le voir la prochaine diapo, là, les règles de rangement ergonomiques, mais dans ce cas-là, on pourrait prendre une photo puis l'afficher, exemple, à l'intérieur de la porte. Ouais. Comme ça nous donne une idée de où vont les différents items là, dans notre rangement. Ça peut aider aussi là, à conserver notre rangement adéquat. Tout à fait. Puis là, dans le fond, on vous a mis, là, c'était dans notre revue Sans pépin, on avait fait l'article de cuisine, mais c'est applicable pour tout, dans le fond, là. Tu sais, les règles de rangement sécuritaires, en fait. Donc, tout ce qui est plus haut que les épaules, hein, on veut vraiment mettre le matériel qui est rarement utilisé. Donc, c'est ça, hein? Matériel rarement utilisé, sauf matériel lourd, exactement. Donc, assiette jetable, serviette de table. Là, on est dans les exemples de cuisine, mais tout de moins, au niveau des épaules, on veut des objets légers de petit format. Au niveau de la taille, on peut aller chercher du matériel un peu plus lourd qu'on va utiliser régulièrement. On a plus de force au niveau du tronc. Et au niveau des genoux, ça va être des objets légers de grand format. Puis au plus bas que les genoux, on dit peut-être aller mettre vos contenants lourds sur une base roulante, comme le riz, la farine. Fait que souvent dans les cuisines, on voit les gros bacs à roulettes là, qui peuvent être très aidants, là. Donc, c'est une proposition là, qui est faite. Puis vous pouvez retrouver ces images-là dans la revue Sans pépin. Donc, des fois, juste pour sensibiliser aussi le personnel, là, ça peut être quelque chose à réutiliser, là. Exactement, on Oui. cherche à protéger notre dos. Par rapport au vestiaire maintenant, on vous a mis un exemple ici de vestiaire. Ce qu'on pourrait regarder pour le vestiaire, ce serait par exemple, encore une fois, la voie d'accès, le corridor, est-ce qu'il est en bon état, dégagé? Est-ce que les surfaces sont non glissantes? Est-ce que l'éclairage est suffisant? Est-ce qu'il est à l'abri des risques de chute d'objets? Des fois, on peut le voir aussi, là, comme on le voit en haut des vestiaires, il y a des objets. Donc, est-ce que ces objets-là pourraient constituer un risque de chute, là, tomber sur, par exemple, les enfants ou encore le personnel quand ils vont aider les enfants à s'habiller, par exemple? Ensuite, s'il y a des tapis, est-ce que les tapis sont bien fixés au sol? Est-ce qu'ils retroussent? Là, dans ce cas-là, on pourrait avoir un risque de chute. Fait que c'est tous des éléments qu'on pourrait regarder plus spécifiquement par rapport au vestiaire, puis aussi par rapport à l'encombrement ou encore le rangement du vestiaire en tant que tel aussi. Parfait. On avait rajouté installation sanitaire, donc possibilité de valider est-ce que c'est en bon état, est-ce qu'il y a des obstacles. Des fois, il y a plusieurs encombrements. On peut voir même en haut de la tablette ici, on s'en sert pour ranger du matériel, s'assurer que le matériel n'est pas trop lourd, qu'il va pas, il n'y a pas un risque de chute. On s'entend que le tout petit, puis même vous, vous êtes en dessous de tout ça. L'éclairage, est-ce qu'il est suffisant aussi? Est-ce que c'est entretenu, désinfecté quotidiennement? Donc, on voit qu'il y a un mélange des règles de santé et sécurité au travail, mais aussi de vos règles d'hygiène de vie par rapport à vos tout-petits. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Puis si, tu sais, des fois, vous avez deux types de grilles, bien, c'est possible de les jumeler ensemble là, si c'est quelque chose qui peut être plus facilitant pour vous, là. Donc, c'était le dernier exemple. Un petit quiz. Si vous êtes témoin d'une situation que vous considérez être un danger imminent, que faites-vous?
serais curieuse de vous entendre par rapport à ça. Si vous voyez quelque chose là, que vous trouvez vraiment dangereux pendant votre inspection, ça serait quoi votre réflexe par rapport à ça? Je vous invite à répondre par le chat. Notifier, analyser, signaler, de mettre l'endroit sécuritaire. J'agis, je corrige tout de suite et j'en parle à la direction. Agir en pompière et éteindre le feu, c'est bien dit. Je corrige et je peux, si je peux, et j'informe. Ben oui, hein? Fait que dans le fond, c'est un peu ça. S'il y a un danger imminent, ben ça, vous êtes capable de le faire sans vous mettre en danger, vous le corrigez. Mais idéalement, c'est ça, vous allez informer les gens proches du danger, si possible, puis informer la direction pour mettre une mesure corrective immédiate. Exactement. Julie Rousseau, elle ajoute, nous avons fait un document qui s'appelle les OUPS, ouais, qui se fait n'importe quand pour l'éducatrice et pas fait avec l'inspection et le comité le ramasse. Oui, c'est une très bonne pratique, Julie. En effet, les OUPS, ça vous permet de repérer justement des risques ou des quasi-accidents. Donc, c'est vraiment une très bonne pratique, là. Tout à fait. Exactement. Donc, pour conclure la démarche d'inspection, ben, ça va être important aussi d'effectuer des recommandations, puis de ne pas oublier non plus notre suivi. Le suivi, c'est lui qui va nous garantir que des mesures vont être maintenues dans le temps, mais aussi par rapport à notre recommandation, ben, vous avez été bonne tout à l'heure, là, quand on faisait les activités des exercices, ben, vous en avez identifié des éléments aussi. Fait que par rapport, on se rappelle tout à l'heure, exemple, je ne sais pas, mettons le tapis voyons, dans le vestiaire. Bon, ben, si le tapis n'est pas fixé, ben, notre recommandation, ça pourrait être de fixer le tapis, par exemple. Fait qu'on comprend comme ça que quand on fait notre recommandation, ben, on va noter notre problème. On peut aussi noter la référence à la loi, à la norme qu'on va retrouver dans notre grille. On va rajouter notre recommandation. Puis c'est important de comprendre que si notre recommandation prend, il faut quand même qu'elle soit assez limitée dans le temps. On ne peut pas mettre une recommandation qui va être mise en place dans 3 ans, par exemple. Fait que ça prend une recommandation quand même à court, moyen terme. Puis si jamais ça prend plusieurs temps avant que notre recommandation puisse être appliquée sur le terrain, mais dans ce cas-là, on va pouvoir suggérer une solution temporaire. Fait qu'elle va pouvoir, exemple, vous êtes dans la cuisine, vous constatez que le robot coupe, il n'y a pas de grille protecteur dessus. Donc, il n'y a pas de protecteur. La recommandation, ça va être d'ajouter le protecteur. Mais là, on a regardé, puis avant de l'avoir, la grille protecteur, bien, ça prend 6 mois. Bien, en attendant, la solution temporaire, ça pourrait être de ne pas utiliser, par exemple, le robot coupe. Ça pourrait être de dire, bien, on va remiser l'appareil, on le débranche, on le cadenasse, puis on ne sera pas utilisé parce qu'il n'est pas sécuritaire encore. Mais quand on va installer notre grille, bien, là, on va pouvoir le remettre en service. Ça pourrait être une suggestion. Par rapport à notre code de priorité, mais comme on l'a vu, bien, dépendamment des différents problèmes qu'on va noter, il y en a des problèmes qui vont être beaucoup plus prioritaires que d'autres. Par exemple, tout ce qui touche aux tolérances zéro, comme la sécurité machine, comme on vient de le noter avec le grille protecteur, bien, lui, il serait immédiat. Il faut le faire maintenant. Versus, exemple, un autre problème qui, lui, pourrait être plus à moyen, long terme, qu'on pourrait dire, bien, OK, on l'a noté, on sait que ce n'est pas correct, mais on peut attendre. Bien, on peut attendre. On ne peut pas attendre, mais on peut se permettre de le corriger, c'est de le mettre dans notre plan d'action, par exemple. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier non plus de nommer un responsable de notre mesure si on veut qu'elle soit prise puis qu'elle soit faite. Puis aussi, par rapport au suivi, bien là, c'est là qu'on va venir instaurer notre suivi. On pourrait repartir, exemple, de ce rapport d'inspection-là, puis voir est-ce que nos mesures qu'on a notées, est-ce qu'elles ont été mises en place? Oui, parfait, bien, on va venir le cocher. C'est fait, c'est fait. Ça va nous permettre de suivre nos mesures. Voilà. Et enfin, bien, l'avantage aussi d'avoir un rapport de cette façon-là, bien, ça va nous permettre de conserver, on le dit, les écrits restent. Donc, ça va nous permettre de noter les problèmes qui sont retenus, puis de les documenter au moyen, par exemple, de photos. Ça va nous permettre aussi de cibler nos actions correctives immédiates qu'on va appliquer. Puis ça va nous permettre aussi de trouver les solutions qu'on va mettre en place. Donc, tout ça va être conservé dans le même document. On va pouvoir aussi appliquer nos recommandations à long terme s'il y a lieu, puis aussi les modalités de suivi pour s'assurer de la mise en place des corrections, puis des responsables et échéanciers, comme on l'a vu tout à l'heure dans notre rapport. Donc, c'est l'avantage d'avoir notre rapport d'inspection en écrit. Par rapport aux critères de qualité d'une mesure préventive, il faut savoir que
les mesures préventives qu'on va sélectionner, mais ils n'ont pas tous la même valeur. Idéalement, la meilleure mesure préventive qu'on va choisir, c'est celle qui permet d'éliminer le danger à la source. Par contre, ça peut arriver que c'est impossible d'éliminer le danger à la source, qu'il va rester toujours une source de danger. Mais dans ce cas-là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce la mesure qu'on a sélectionnée, est-ce qu'elle crée d'autres dangers? Par exemple, on a décidé je sais pas moi, de devoir. Marilyn, as-tu un exemple qu'on pourrait mettre? Ne crée pas d'autres dangers. J'avais des exemples, puis on dirait que ça m'est sorti de la tête. Éliminer le danger à la source, si on prend un risque, n'importe quel risque, je sais pas, mettons, on utilise, le marchepied pour, changer, la pour faire monter l'enfant, mais que finalement, je sais pas, il est brisé. On va prendre l'enfant. De quelle façon on va le prendre? Ça peut être de prendre une procédure de travail sécuritaire. Il va pas créer un autre danger si on utilise la bonne procédure. Je t'aide dessus? Oui, oui, c'est bon, ça nous enligne un peu. Mais en tout cas, en bref, il faut comprendre que ce qu'on veut, c'est ne pas créer d'autres dangers lorsqu'on va sélectionner notre mesure préventive. On va aussi s'assurer que c'est acceptable pour les personnes impliquées. Par exemple, si on revient au cas de la machine, bien, si on commande un garde protecteur sur notre machine, puis que le garde nous empêche de travailler parce qu'on ne voit pas le travail qu'on a à faire à partir de notre machine, mais dans ce cas-là, le travailleur ne l'utilisera pas, il va simplement le retirer, le garde. Fait que par la suite, quand on va faire notre suivi, on va revenir et on va dire: Oh, comment ça que le garde n'est pas en place? Bien là, les travailleurs vont nous dire: Bien, parce qu'on ne peut pas travailler, on voit pas, je ne vois pas ma préparation quand je fais à manger, ce n'est pas le bon garde que vous avez commandé. Fait qu'il ne sera pas acceptable pour les personnes impliquées. Aussi, il faut aussi s'assurer qu'il est acceptable sur le plan technique et financier. Par exemple, on se dit, ben, dans notre local, il y a beaucoup de bruit, fait qu'on décide que dans notre garderie, on va installer des panneaux sonopanes à grandeur de la garderie. Mais là, dans ce cas-là, sur le plan financier, ben, on n'aura pas le budget nécessaire d'installer des panneaux insonorisants partout dans la garderie. C'est impensable là, sur le plan financier. Donc, ça ne serait pas la bonne mesure à prendre. Il y aurait d'autres façon de faire avant d'en venir à des mesures drastiques comme ça qui ne sont pas acceptables financièrement. Ensuite, on va aussi regarder si c'est accessible et applicable dans un délai acceptable. Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport, exemple, à notre machine, notre robot coupe ou notre mélangeur, qu'on n'a pas de garde protecteur dessus, bien là, ce qu'on veut, c'est on veut commander un nouveau garde pour notre machine, mais si ça prend 6 mois, bien dans ce cas-là, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas un délai acceptable de laisser travailler le travailleur avec une machine qui est non sécuritaire. Dans ce cas-là, bien, on pourrait décider de la remiser ou encore de dire, bien, cela, OK, finalement, le garde, on ne l'aura pas avant plusieurs mois ou plusieurs années, bien, on va changer la machine, on va la remplacer par une nouvelle machine, puis on la reçoit la semaine prochaine, par exemple. Donc, ça pourrait être ça notre mesure qu'on aura sélectionnée. Ben voilà, je pense que ça a fait le tour, de tout ce qui comment qu'on une bonne démarche d'inspection des lieux de travail. Vous allez avoir, on a mis là à la fin, les références. N'hésitez pas à nous contacter. On est l'équipe, des services de garde aussi disponible pour répondre à vos questions.